La géopolitique est bien souvent une question d'alliances et de fronts qui se forment. Et au Moyen-Orient, on assiste à un bras de fer entre deux puissances régionales qui veulent prendre le pas sur la région. On a d'un côté l'Arabie Saoudite, un grand royaume arabe, ambassadeur de l'islam sunnite dans le monde, garant des lieux saints comme Médine ou la Mecque, avec à sa tête le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman. De l'autre côté, on a la République islamique d'Iran, pionnier de l'islam chiite depuis la révolution islamique de 1979, avec comme dirigeant le président Hassan Rouhani. Mais dans le cadre d'une théocratie, ce sont les chefs religieux qui détiennent le pouvoir, les mollahs, et le plus important d'entre eux, c'est le guide suprême Ali Khamenei. Les deux régimes, bien qu'autoritaires, sont très différents au niveau institutionnel, mais utilisent une même sémantique pour justifier leurs avancées sur la scène internationale, à savoir la diversité religieuse. Ils sont tous deux des pays musulmans, mais appartiennent à des branches différentes dans l'islam. L'un est sunnite alors que l'autre est chiite. En 2021, le Moyen-Orient est complètement fracturé et tout l'enjeu de cette rivalité, c'est de pouvoir dominer la région. La question sera de savoir qui de l'Iran ou de l'Arabie Saoudite prendra le dessus. Qui des deux aura une influence nécessaire pour qu'aucune décision ne soit prise sans leur accord? Qui des deux pourra se voir comme le porte-parole du Moyen-Orient? Qui des deux pourra parler d'égal à égal face aux grandes puissances du XXIe siècle? Ce sont tous ces enjeux qui sont au cœur du bras de fer entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Les moyens pour accéder à cette prédominance sont divers. Même si la religion est souvent utilisée pour justifier cette lutte, d'autres voies sont empruntées, comme l'économie, la politique, le nucléaire, le militaire et encore le diplomatique. Une première façon de mettre en œuvre cette rivalité, c'est ce qu'on appelle les guerres interposées. C'est-à-dire qu'aucune des deux puissances régionales ne veut aller au conflit direct, ça coûterait trop cher économiquement comme humainement, et puis ça dégraderait leur image sur la scène internationale. Ils préfèrent financer et contrôler des groupes pro-régime pour étendre leur influence dans les pays voisins. L'exemple le plus illustre serait le Yémen qui mène une guerre sanguinaire contre l'Arabie Saoudite, mais derrière les groupes chiites yéménites, ce sont surtout les financements de Téhéran qui alimentent ce conflit. Mais les exemples comme celui-ci où des groupes sont financés par l'Arabie Saoudite ou l'Iran pour installer un modèle semblable dans un pays frontalier sont très courants. On a le Liban avec le Hezbollah de Hassan Nasrallah, qui n'est plus aujourd'hui qu'un simple groupe terroriste, mais un parti politique avec son armée régulière et un armement très moderne. On a aussi l'Irak qui connaît une déliquescence du pouvoir central au profit de certains groupuscules. Cependant, faire la guerre ne suffit pas en géopolitique. Il faut aussi et surtout participer au jeu des alliances avec les autres membres de la communauté internationale. En l'occurrence, si on veut comprendre l'état des relations internationales aujourd'hui, il faut se replonger un peu dans l'histoire. L'Arabie Saoudite est un éternel allié des États-Unis, ne serait-ce que depuis le pacte de Quincy en 1945, qu'on pourrait vulgairement résumer à la formule défense contre pétrole, et qui dit allié des États-Unis dit allié d'Israël. Cette alliance, elle, reste cependant très récente et quelque peu précaire, mais les accords commerciaux et militaires entre le royaume saoudien et l'État hébreu se multiplient. Vous l'aurez donc compris, l'Arabie Saoudite essaie de faire bonne figure face à l'Occident. De l'autre côté, on a l'Iran, un État qui se dit anti-système depuis la révolution islamique de 1979. Pour faire un bref rappel, en 1979, l'imam Khomeini était le leader d'un mouvement révolutionnaire qui va renverser le dirigeant de l'époque, le Shah d'Iran, qui était très ouvert à la culture occidentale et en étroite collaboration avec les Américains et les Européens. Le régime iranien, depuis Khomeini, est ouvertement antisioniste et anti-américain et s'est emparé de l'image du pays le plus hostile à Israël de la région. Les alliances avec les pays anti-système se multiplient, on se rappelle encore des images d'Ahmadinejad avec Hugo Chavez ou Raúl Castro. Aujourd'hui, le régime des mollahs s'est largement policé et on remarque que certains présidents iraniens ont l'air favorables à une ouverture des relations internationales, comme c'est le cas par exemple de Khatami qui avait rendu visite au pape Jean-Paul II ou encore Hassan Rouhani qui dialogue avec les Occidentaux, notamment sur le dossier épineux du nucléaire. Épineux parce que, en plus d'être d'une complexité scientifique conséquente, la question du nucléaire recouvre des enjeux bien plus larges. Pour comprendre quel est le problème, il faut être familier avec le principe du nucléaire. Pour les grandes nations comme l'Iran, l'énergie nucléaire est indispensable pour l'usage dit de tous les jours. Dans le cadre d'une utilisation civile, le nucléaire ne pose aucun problème. Mais tout l'enjeu réside dans l'enrichissement d'uranium. En effet, au-dessus d'un certain seuil d'enrichissement, le nucléaire qui est à la base civile devient militaire et un pays qui développe sa puissance nucléaire devient une menace de taille parce que sa puissance de frappe devient démesurément plus importante. Depuis la relance du programme nucléaire par Ahmadinejad en 2007-2008, la communauté internationale accuse l'Iran de vouloir enrichir l'uranium au-dessus du seuil limite. Au fil du temps, les tensions se sont amplifiées, les sanctions économiques sont tombées et un accord sur le nucléaire iranien a finalement été trouvé en 2015. Cet accord permettait de contrôler le processus d'enrichissement de l'uranium iranien. En échange de ça, les sanctions économiques étaient levées. Sauf qu'entre-temps, Donald Trump a déchiré cet accord et imposé de nouvelles sanctions économiques extrêmement pesantes sur l'économie iranienne, ce qui explique l'état actuel de l'économie iranienne en rendant le parallèle avec l'Arabie Saoudite intéressant. Les sanctions économiques américaines ont mis à plat l'économie iranienne. Les entreprises occidentales perdent à s'installer en Iran, l'inflation explose, plus une goutte de pétrole n'est exportée et l'exode de la jeunesse est massif. De l'autre côté, l'Arabie Saoudite, qui entretient des relations privilégiées avec les États-Unis, exporte en masse ses différents hydrocarbures et investit des sommes d'argent astronomiques dans le développement de l'intelligence artificielle pour attirer de nouveaux investisseurs étrangers. Mais il serait trop simple de penser que tout va mal pour l'Iran et que tout va bien pour l'Arabie Saoudite. En effet, il ne faut pas oublier que l'Arabie Saoudite perd énormément d'argent et d'hommes dans sa guerre frontalière avec le Yémen, qui est une guerre qui est vouée à s'éterniser.
On parle même de Vietnam saoudien. De la même manière, l'Iran essaie de contourner des sanctions économiques, notamment avec des alliances officieuses avec des pays comme le Qatar, mais on pense aussi aux opérations des gardiens de la Révolution sur le détroit d'Ormuz et sur le golfe Persique. Il y a quelques semaines de cela, les Pasdaran prenaient le contrôle d'un pétrolier sud-coréen. Pour synthétiser globalement la situation économique des deux pays, on pourrait penser que l'Arabie saoudite a un meilleur avenir que celui de l'Iran, mais rien n'est moins certain que l'avenir de ces deux puissances régionales. Ce qu'il faut retenir de cette rivalité irano-saoudienne, c'est qu'il s'agit d'une lutte d'influence dans la région et ce depuis le déclin de l'Égypte comme leader du Moyen-Orient après la mort de Nasser dans les années 70. Le point intéressant, c'est de se dire que celui qui va emporter cette lutte dirigera majoritairement la politique du Moyen-Orient, c'est-à-dire que si c'est l'Arabie saoudite qui sort vainqueur de ce duel, il ne serait pas impossible qu'une collaboration se ferait davantage avec les pays occidentaux. Mais si c'est l'Iran qui arrive à étendre son influence sur le Moyen-Orient, on pourrait penser que la politique régionale serait plutôt orientée vers les pays d'Asie comme l'Inde ou la Chine. Par conséquent, cette rivalité est un enjeu à long terme qui permettra à un des deux pays d'accroître sa puissance politique et diplomatique.